Donc, bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis Annie-Pauline Sampasson, je suis titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir à cette conférence publique organisée par la Chaire de recherche, l'équipe de recherche sur les jeunes trans et leurs familles, en collaboration avec le Centre de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Avant de vous présenter notre invité, j'aimerais faire une petite déclaration éditoriale et de rappeler en fait qu'on est situé sur des territoires non cédés, dont les peuples Ganigara sont les gardiens, et peut-être d'avoir une réflexion aussi sur les actions qui peuvent être mises en place pour contribuer à la réconciliation avec les premiers peuples. Sans plus tarder, je vais vous présenter maintenant notre conférencière, Wendy Coming-Potvin, qui est professeure agrégée à l'Université de Murdoch en Australie occidentale. Elle est aussi l'auteure d'un nouveau livre, LGBTQI+, Ally in Education, Advocacy, Activism and Partnership Collaborative Research. Aujourd'hui, elle va nous parler du rôle des alliés dans les changements institutionnels et sociaux. Donc, sans plus tarder, professeur Coming-Potvin, la parole est à vous. Merci Sylvie, et c'est un plaisir d'être ici. Merci à Sylvie et son équipe pour l'invitation et surtout le côté technique. Voici le titre de la présentation. Et alors, juste pour vous donner une petite idée de la direction que nous allons prendre aujourd'hui, voici notre trajet que je propose. D'abord, je voudrais vous parler brièvement du contexte de ma recherche. Ensuite, on regardera brièvement les enjeux concernant la discrimination dans la communauté LGBTQI+. Ensuite, nous passerons aux définitions des alliés, qui et quoi. Et ensuite, on regardera brièvement une définition de RENET, une définition spécifique. Ensuite, on passera aux alliés en milieu scolaire, surtout les enseignants et les étudiants, les parents, avant de passer aux alliés célèbres. Ensuite, nous regardons brièvement l'approche systémique, et ça, ce serait vraiment juste des réflexions que je poserai avec l'unité. Ensuite, on regardera, on va questionner notre avenir politique et culturel, et le plus important, vos commentaires et vos questions. D'accord? D'accord. Alors, juste une petite idée sur mon contexte professionnel et familial. Comme certains d'entre vous le savent, je suis née à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ensuite, j'ai déménagé à Montréal. Et à Vancouver, j'ai fait mon brevet d'enseignement et mon baccalauréat en Et à Montréal, j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Montréal. Ensuite, j'ai immigré en Australie, où j'ai passé 3 ans dans ce qu'on appelle l'outback, le désert. Et ensuite, j'ai déménagé vers l'ouest, en Australie occidentale. C'est le nom de la ville est Perth. Donc, c'est un peu l'équivalent de Vancouver, mais évidemment plus chaud en Australie. Alors, les enjeux, on sait qu'au fil des années, même s'il y a eu beaucoup de progrès dans le domaine des droits humains pour les communautés LGBTQI+, il existe encore l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et on sait que ça existe à l'échelle mondiale, mais aujourd'hui, le matériel que je vais présenter se situe surtout au Canada, aux États-Unis et en Australie. On sait aussi que les institutions scolaires sont, d'une manière générale, assez traditionnelles et conservatrices. Donc, la situation est très difficile pour certaines jeunes personnes. Et on sait que souvent, les intervenants scolaires travaillent en ce qu'on appelle en silo ou en isolement. Et les liens entre la scolarité et la santé sont très importants. Donc, le rôle des alliés avec ce phénomène-là peut être très signifiant, ça peut être bénéfique, mais c'est aussi
un rôle ou un phénomène un peu contesté, et on en parlera tout à l'heure. Et on sait aussi que dans la recension des écrits, qu'il y a une pénurie de connaissances dans ce domaine-là. Je devrais mentionner également que une grande partie du matériel que je vais présenter aujourd'hui provient d'un livre que je viens de publier en juillet par Routledge. Et l'éditeur ou le rédacteur de cette série-là est Wayne Martino, qui est professeur à Western University en Ontario. Et le matériel provient aussi de deux projets de recherche. Le premier, généralement, en majorité. Le premier projet provient du Young and Well CRC, donc c'est un projet de recherche qui a été subventionné par le gouvernement australien et un consortium d'universités et également un grand nombre d'organisations à but non lucratif. Et moi, j'étais le chercheur principal pour ce projet-là et Wayne était mon associé avec d'autres membres de l'équipe. Et ensuite, le deuxième projet est un projet qui est subventionné par le gouvernement canadien, le CRSH, ou le SHRC, comme on dit en anglais, et c'est Wayne qui était le chercheur principal de ce projet-là, et moi, je suis la collaboratrice internationale. Ensuite, juste pour vous donner une petite idée de ce contexte et de cette recherche-là et mon enseignement au service communautaire, avec le Young and Well, des résultats qu'on a eu, l'un des produits, si vous voulez, l'un des résultats que nous avons obtenus, c'est qu'on a créé une vidéo. On a organisé une conférence avec environ 250 personnes. Et c'était des gens de tout âge, des jeunes personnes, des gens moins jeunes et des gens dans le domaine juridique, des gens qui travaillaient en milieu scolaire et des personnes, des intervenants qui travaillent avec les organisations communautaires. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez accéder aux vidéos gratuitement. Je vous donne le lien là. Et à droite, vous avez un des rapports de ce projet-là. Et encore, je vous donne le lien et encore, c'est gratuit, c'est disponible en ligne. À gauche, vous avez tout simplement quelques livres que nous avons utilisés avec les enseignants quand on a fait des entrevues auprès des enseignants. Et en bas, c'est tout simplement certaines des organisations pour lesquelles je travaille d'une manière bénévole en Australie et ailleurs. Alors, passons maintenant aux définitions d'alliés. Alors, qu'est-ce qu'un allié? On sait qu'au fil des ans, il y a eu plusieurs définitions, de multiples définitions, et ceux qui travaillent dans le domaine académique savent que dès qu'il y a de multiples définitions ou de multiples explications d'un phénomène, il y a souvent des tensions, il y a souvent de la confusion, mais il y a aussi une évolution. Alors, si on regarde plus précisément, possiblement une des premières plus populaires, en 1991, Washington et Evans ont créé une définition assez spécifique, mais c'était aussi, je dirais, la définition dominante. Et selon eux, être allié, c'était de faire partie d'être membre du groupe majoritaire et aider un membre du groupe minoritaire. Autrement dit, des gens hétéros qui aident un membre du groupe LGBTQI+. Mais même à ce moment-là, je crois que c'était plutôt axé sur les lesbiennes, les gays et les bisexuels. Donc, même l'acronyme n'avait pas avancé à ce moment-là. Alors, il y a des contraintes, évidemment, avec cette définition-là. Ensuite, il y a Bishop, en 2002, en Angleterre, et Bishop a proposé une définition plutôt générale. Ensuite, il y a Hall, 2009, aux États-Unis. Merci. Et
c'est une définition intéressante, mais qui est destinée seulement pour le milieu de travail. Donc, c'est une définition plus spécifique. LH et Gindi, très intéressant parce qu'ils commencent à utiliser le phénomène intersectionnel. Et encore, c'est plutôt destiné aux organisations et ils parlent des personnes LGBTQI racisées. Et Bianchi, elle a écrit un guide qui était destiné aux parents et aux grands-parents. Alors encore là, il y avait une raison spécifique, une définition plus spécifique. Alors, encore le terme allié, qui et quoi en milieu scolaire. Alors, proposons maintenant, on va s'attarder un peu plus sur les enseignants. Il y a du travail très intéressant par les chercheurs Blackburn, Clark et Smith. Et je crois que c'est ils ont créé ce projet-là en 2010, mais ça a duré plusieurs années et je crois qu'elle continue dans cette veine-là. Et elles ont créé des groupes d'enseignants dans les écoles qui allaient se réunir pour discuter de comment intégrer les enjeux ou le matériel LGBTQI+, dans les guides curriculaires et dans la préparation des cours. Mais aussi, ces groupes-là étaient formés d'enseignants queer et des enseignants hétéros. Donc, les gens travaillaient en collaboration, ce que j'ai trouvé très intéressant. Et Missali et Lapointe et Mayo, en fait, Lapointe est l'une des anciennes étudiantes de Wayne-Martineau, ont mis l'emphase sur les parties prenantes. En fait, c'est les étudiants qui travaillent comme activistes et surtout dans les alliances gays-hétéros, ces organisations-là qui sont formées dans les écoles, surtout les écoles secondaires. Wayne et moi, on a travaillé beaucoup auprès des enseignants et Jane Pierce et moi aussi, on a travaillé beaucoup par rapport avec les enseignants en Australie. Meyer et Statter, Meyer est situé aux États-Unis, mais ils ont fait une étude qui comprenait 3 pays et eux, ils se concentraient sur les jeunes personnes queer et les parents. Et comment les parents et les jeunes personnes queer négocier les enjeux dans les salles de classe et également dans les tribunaux. Parce que souvent, on se rend compte que c'est nécessaire d'aller dans le domaine juridique, malheureusement, pour faire des changements. Alors, une définition intéressante que j'ai trouvée et que je trouve très pertinente et utile est celle de Reynolds, 2010 et 2013. Et Reynolds, c'est une Canadienne et je crois qu'elle a une formation en travail social. Et Reynolds voit le phénomène d'être allié comme une situation ou un phénomène dynamique qui change avec le contexte. Alors, comment on est allié dans un contexte peut être différent d'un autre contexte. Et Reynolds voit aussi le terme allié qui se rattache plutôt aux personnes qui pourraient être, par exemple, à l'intérieur des communautés LGBTQI+, ou bien à l'extérieur. Alors, il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle fluidité ou ambiguïté. Il peut y avoir ce côté-là dynamique. Aussi, Reynolds parle de ce côté-là d'imperfection. Être allié, ça ne veut pas dire qu'on peut être parfait. Alors, on va nécessairement faire des erreurs en tant qu'allié, mais l'important, c'est de s'excuser et de regarder vers l'avenir et de se concentrer sur ceux qui ont besoin d'aide. Reynolds aussi, ce qui est intéressant, c'est que directement, elle discute de la notion de l'intersectionnalité, là, et j'imagine vous êtes déjà au courant, là où on dit que le genre et la sexualité ou l'orientation sexuelle est relié aux autres facteurs tels la race ou la classe, etc.
Et juste pour vous donner une petite idée des résultats de l'un de ces projets de recherche, le Yamamoto CRC, pour vous donner, passer à la notion de l'impact des alliés en milieu scolaire. Alors, ces résultats-là, c'est vraiment juste un petit échantillon, mais on a fait une enquête auprès des enseignants et ensuite on a fait des entrevues approfondies avec une dizaine d'enseignantes, en fait enseignants. Non, il y avait quelques hommes aussi. Et ce qu'on a découvert, c'est que, et c'est sûr que cet échantillon-là, on a tendance à tirer les gens qui sont intéressés par ces enjeux-là. Alors, il faut préciser ça d'abord, mais cette enseignante dont on parle, elle utilisait des techniques pédagogiques très intéressantes. Elle utilisait des textes tels des films, vous voyez là Priscilla Queen of the Desert, the musical, des romans et même des œuvres classiques de William Shakespeare pour essayer d'aborder et de créer une sensibilisation envers les étudiants par rapport à la diversité du genre et de la sexualité. Et elle a dit que la littérature peut être un excellent outil d'apprentissage en termes de, vous savez, pour ne pas stéréotyper les gens. Ça, c'est une traduction, elle a dit en anglais. Mais ça vous donne une petite idée de ce que, dans la situation où un enseignant ou une enseignante peut avoir un impact bénéfique pour les étudiants en milieu scolaire. Pourtant, il y a aussi le phénomène de ce qu'on pourrait dire l'absence de l'impact ou bien même un impact nocif. Alors, Wayne, avec le deuxième projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, Wayne et son équipe en Ontario a créé un rapport qui s'intitule Supporting Transgender and Gender Diverse Students in Ontario Schools. Et avec les résultats de ce rapport-là, je dirais qu'on peut commencer à questionner et poser la question, est-ce que le système est fracturé? Alors, ce qu'ils ont découvert, et vous pouvez accéder à ce rapport-là en ligne, mais je vous donnerai juste quelques indices. Ils ont trouvé que la plupart des enseignants, ils ont fait une enquête auprès de presque 1200 enseignantes, que la plupart de ces enseignants-là ont déclaré qu'ils avaient peu ou pas de formation sur des sujets trans ou de diversité de genre. Certains étaient même réticents à l'inclusion de ces sujets-là dans leur préparation de cours. Et la plupart ont appris leur connaissance à travers leur expérience personnelle. Certains ont mentionné un manque de soutien administratif dans les écoles et certains n'étaient pas au courant des politiques d'inclusion ou des politiques par rapport spécifiquement aux enfants ou aux élèves transgenres à l'école. Alors, ce sont des résultats très intéressants. Et si on continue, avec une autre enquête qui a été faite aux États-Unis par l'organisation GLSEN. J'imagine que vous êtes au courant de cette organisation-là. C'est aux États-Unis et c'est une organisation nationale. Et eux, ils ont fait une enquête auprès d'environ 22 000 étudiants. Et encore, on met l'emphase sur l'impact des intervenants scolaires. Et ce qu'ils ont découvert, et encore, vous pouvez trouver ce rapport-là en ligne, mais juste quelques petits indices, environ 70% des élèves qui étaient victimes de harcèlement ou d'agression ne l'ont pas signalé à l'école parce qu'ils pensaient que le personnel scolaire ne ferait quoi que ce soit. Et environ 60% des élèves qui ont signalé un incident ont déclaré que le personnel scolaire n'avait rien fait ou avait dit aux élèves de tout simplement l'ignorer. Alors, ce sont des résultats assez inquiétants. Environ un tiers des étudiants ont déclaré
qu'à l'école, ils n'avaient pas le droit d'utiliser les noms ou les pronoms de leur préférence. Et un tiers ont indiqué qu'on les empêchait d'utiliser les toilettes qui correspondaient à leur genre. Alors encore, c'est des résultats inquiétants dans les milieux scolaires. Et si on continue avec la même enquête, et on voit encore cette continuité ou cette relation directe et importante entre l'équité en santé et l'équité dans les écoles, on voit l'impact positif que peut avoir les alliances gays-hétéros. Alors, ce que Glossen a découvert, c'est que comparativement aux écoles où il n'y avait pas d'alliance gay-hétéro, les élèves qui étaient impliqués activement dans une de ces alliances trouvaient qu'ils étaient moins susceptibles d'entendre des remarques homophobes ou transphobes, et ils étaient moins susceptibles d'entendre fréquemment ou souvent des remarques négatives à l'égard des personnes transgenres. J'aimerais maintenant passer aux alliés individuels et j'aimerais m'attarder un peu sur le cas de Georgie Stone, qui est une jeune activiste transgenre en Australie. Et elle a travaillé beaucoup avec sa mère, elle a collaboré avec sa mère pour faire des changements sociaux en Australie. Et je crois que vous avez des exemples ici, des bonnes collaborations entre les parents et les enfants qui ont fait beaucoup de bien. Alors, Georgie Stone, même pendant qu'elle était enfant, je crois que maintenant elle a à peu près 19 ou 20 ans, mais elle a travaillé avec sa mère pour pouvoir faire des changements juridiques pour que les enfants transgenres n'aient pas besoin de passer en cours, surtout une deuxième fois, s'ils veulent commencer leur transition. Et depuis, Georgie, elle est devenue actrice et maintenant, elle est actrice dans une émission, c'est une émission très populaire en Australie qui s'appelle Neighbours, c'est une émission nationale, hebdomadaire, et son personnage dans cette émission-là, elle a joué le rôle d'un personnage, d'une personne transgenre, et c'est la première fois que ça existe en Australie, ce qui est assez enchantant. Et également, Georgie va avoir un documentaire sur sa vie qui va être diffusé par Netflix, qui va sortir bientôt. Alors, tout ça pour dire que quand on voit que là, il y a une continuité entre le contexte scolaire, le contexte familial, le contexte légal et le contexte de la santé, peut avoir beaucoup de répercussions positives. Alors, passons encore aux alliés individuels, mais on va s'attarder un peu sur les alliés célèbres. Et d'abord, je mentionne Taylor Swift, et j'imagine beaucoup d'entre vous savent que Taylor Swift est reconnue comme une des chanteuses populaires, probablement qui a le plus de succès au monde depuis quelques années. Mais il faut dire que le fait qu'elle s'identifie aussi comme alliée pour les communautés LGBTQI+, mais ce côté-là a été assez critiqué. Alors, on peut commencer à poser des questions. Est-ce que ces gestes sont tout simplement performatifs ou est-ce que ces gestes et ces actions-là sont productives? Certaines parties prenantes déclarent que ces gestes sont plutôt du lavage rose et ce n'est que vraiment superficiel. Si on s'attarde sur le cas de Lady Gaga, je crois que c'est plus ambigu et un peu plus complexe, car au début de sa carrière, et dans un des chapitres dans mon livre, je parle de tout ça un peu en détail, mais quand elle a commencé sa carrière, elle a chanté fréquemment dans les clubs gays aux États-Unis et elle a développé des amitiés dans ces communautés-là. Alors, on sent qu'il y a, c'est un phénomène plus authentique.
Pourtant, il y a une ambiguïté, car quand elle est interviewée en public ou quand elle fait des constats ou des propos publics, parfois elle s'identifie comme une femme bisexuelle et parfois elle s'identifie ou elle se positionne à l'extérieur des communautés LGBTQI+. Alors, on se demande, et je crois que c'est les parties prenantes qui la critiquent, c'est parce qu'il n'y a pas de clarté dans ça, mais aussi, je crois que au fil des ans, certaines parties prenantes et certains journalistes sont devenus plutôt obsédés avec son orientation sexuelle. En fait, j'ai écouté ou vu une entrevue avec Barbara Walters aux États-Unis et j'ai trouvé que les questions qu'elle posait à Lady Gaga étaient vraiment irrespectueuses, vraiment là, des questions très intimes. Et alors, si aussi on veut élargir le champ d'analyse, je crois qu'on pourrait, si on veut adopter une perspective féministe, on pourrait dire que ces deux femmes-là travaillent dans un domaine, le domaine de la musique populaire, qui est dominé par les hommes blancs, les hommes d'un certain âge et les hommes hétéros. Alors, il faut, je crois, regarder ce côté-là de l'analyse aussi. Une autre alliée célèbre qui a, je dirais, plus de succès dans le sens où elle est perçue, je crois, comme étant plus authentique, est Laverne Cox et son activisme. Et certains d'entre vous, j'imagine, savent déjà qu'elle est devenue célèbre à travers son rôle dans l'émission hebdomadaire américaine Orange is the New Black, où elle a joué, je crois que c'était la première fois, qui est un personnage transgenre apparu dans cette émission-là. Et elle a été nommée pour un Emmy Award aussi. Et vous voyez même quand elle sort, elle utilise son plateforme publique et son plateforme de célébrité pour revendiquer les droits LGBTQI+. Vous voyez même là son petit sac à main qui est à l'arc-en-ciel et il y a des petits mots et des messages indiquant l'un des projets de loi aux États-Unis qui était pour créer une législation quasiment anti-transgenre. Alors, vous voyez là qu'elle utilise d'une manière très directe son statut de célébrité. Aussi, elle fait des visites sur des campus universitaires aux États-Unis et elle s'engage dans des discussions avec des académiques très sérieuses et célèbres, tels Bell Hooks, qui est malheureusement décédé, mais il y a une vidéo où il y a une discussion très intéressante entre ces deux-là. Un autre exemple, c'est que Laverne Cox a été la première personne transgenre à apparaître sur la couverture Time. Même là, elle a été critiquée à cause du langage que les journalistes ont utilisé pour décrire son trajet, etc. Mais Laverne Cox est une alliée qui est très ouverte à la critique et a dit oui, j'accepte que nous, on n'est pas parfait et je vous remercie de vos critiques et on regarde vers l'avenir pour améliorer la situation. Alors, ensuite, un autre allié, mais cette fois-ci du côté politique, et encore possiblement controversé, et vous le voyez, Justin Trudeau à gauche, avant qu'il devienne Premier ministre, et à droite, quand il porte son veston, quand il est Premier ministre. Et certaines parties prenantes trouvent que sa présence est positive, et d'autres encore utilisent le terme pinkwashing ou lavage rose, et en disant que sa présence est vraiment une distraction pour vraiment les causes plus profondes. Mais j'ai lu quelque part qu'il vient d'annoncer un plan d'action pour son gouvernement
pour créer une sensibilisation et pour renforcer les droits LGBTQI+. J'ai lu c'était, je pense, 2021-2022. Alors, possiblement, il va y avoir des actions, des gestes directs pour améliorer la situation. Juste pour vous donner une petite idée de certaines des activités qui se font dans mon université en Australie occidentale, à Murdoch, nous avons des conseils consultatifs. Nous avons aussi des réseaux d'alliés et il y a beaucoup d'activités qui sont organisées, mais ce sont les étudiants et les employés, les académiques qui travaillent ensemble. Et au mois de novembre, c'est ce qu'on appelle le mois de la fierté et qui finit avec un défilé ou une marche pour la fierté. Mais tout le mois de novembre, il va y avoir des activités presque toutes les semaines, sinon tous les jours. Alors, ça vous donne un petit aperçu de ce qui est offert en ce moment. Et passons aux interventions et ressources pratiques. C'est évident que si on veut être allié, c'est très important d'avoir des ressources pratiques, des ressources utiles. Et il y a d'excellents exemples ici avec le travail de Annie Pulin sans façon et son équipe, avec Bonjour Sam qui a comme but de sensibiliser les gens par le jeu, et c'est un guide pédagogique pour les écoles primaires. Il y a aussi la Coalition des familles LGBTQ+, qui ont créé un document pour déconstruire les mythes concernant les familles transparentales. Et au niveau international, il y a le Human Rights Campaign qui ont écrit un rapport sur les alliés dans les communautés LGBTQI+. Alors, ce sont des outils très pratiques pour ceux qui sont alliés et qui le souhaitent devenir. Alors, tout simplement pour dire que si on regarde les droits d'ES LGBTQI+, en milieu scolaire, je crois qu'il faut analyser ça ou examiner ça d'une manière plus large. Il faut aussi prendre une approche intersectionnelle et s'attarder non seulement aux événements locaux, mais aussi d'une manière globale. Et je crois aussi, comme dans l'histoire, dans le mouvement gay aux États-Unis, au début, où les alliances étaient très importantes, par exemple avec les Black Panthers, etc., les alliances et les associations avec d'autres mouvements ou avec d'autres groupes peuvent être très utiles. J'ai fait une liste de certains groupes ou certains mouvements qui pourraient être utiles ou auxquels on pourrait penser pour l'avenir. Et ensuite, juste une petite piste de réflexion, encore que j'offre avec humilité, et je cite les auteurs en bas que j'ai consultés. Et je crois que si on veut augmenter l'impact des alliés en milieu scolaire, ou bien dans d'autres domaines, on pourrait parler de deux niveaux. D'abord, une action individuelle et une action systémique, mais aussi, ça prend de la réflexion. Et la réflexion se porte non seulement sur le présent et l'avenir, mais aussi le passé. Il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé avant de regarder l'avenir également. Et je crois qu'il y a 4 volets qui tournent autour de ces concepts. Alors, comme Annie sans façon dirait, l'ouverture et l'empathie, l'acceptation et le respect, aussi la persévérance et la résistance, et également, quand je viens de mentionner, la collaboration et les alliances. Alors, ça, c'est possiblement pour améliorer la situation, mais il existe également des défis au niveau culturel et politique. Et comment on pourrait questionner quel est notre rôle en tant qu'alliés quand il arrive des défis tels, par exemple, aux États-Unis, où les républicains sont en train de créer
énormément de projets de loi ou de législation qui pourraient être perçus comme anti-LGBTQI+, et surtout pour les gens transgenres. Et cette législation-là peut avoir aussi un impact global dans d'autres pays. Et plus localement, à Montréal, j'étais surprise, sinon choquée, d'entendre des propos d'une journaliste, Denise Bombardier, qui avait fait des propos publics et qui a écrit des propos, ce que je qualifierais irrespectueuses envers les communautés LGBTQI+, et surtout pour les personnes transgenres. Et on se pose la question, quel est notre rôle en tant qu'alliés et comment les alliances et les associations peuvent se réunir et collaborer pour faire face à ce genre de défis également. Alors, avec cela, je vais vous laisser et je suis très intéressée à entendre vos commentaires et vos questions. Je vous remercie beaucoup.